Il y a un truc que je voudrais bien comprendre. Et peut-être que toi, tu peux m'apporter une réponse. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue? Quand t'es en train de lire une revue de chasse en te masturbant dans ton caca, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de te dire « Waouh, c'est quand même incroyable à quel point je peux être givré ». Alors tu te dis ça des fois? C'est plus rassurant pour vous de me classer parmi les fous. Ouais, je suis rassuré, y a pas de doute. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Les faits divers. Ce soir, le mystérieux justicier a encore défrayé la chronique. Il y a un peu plus de 2 heures, 2 hommes ont été abattus dans un couloir du métro sur la ligne 8. L'un d'eux a été tué sur le coup. Le deuxième a réussi à atteindre la rue avant de s'écrouler. Il est mort peu de temps après, à l'hôpital. Les 2 hommes ont été identifiés. Il s'agit de Joseph Roscoe Adams et George Rich. Tous les deux ont un casier judiciaire chargé. Quant au justicier, on croit qu'il a été blessé au cours de l'affrontement. Les actes du justicier, aussi illégaux qu'ils puissent être, semblent avoir suscité chez certains une nouvelle attitude face à la criminalité dans la ville. Au lieu de se laisser assommer et dévaliser sans réagir, certaines personnes ont décidé de riposter. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, enregistrée dans les studios bis de Canal B, à savoir à l'arrière-cuisine d'Antonin Moreau, le docteur Moreau ici présent. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui a décidé aujourd'hui de revenir sur le film de tous les scandales, le film qui fait parler de lui en ce moment, le film dont tout le monde a déjà parlé en fait, et on arrive après la bataille. Tout ça pour faire du clic. mais on avait envie de mettre notre grain de sel. J'ai nommé le Joker de Todd Phillips, super auteur donc Todd Phillips, on va y revenir. Je dis ça tout de suite, je te grille des cartouches, je suis désolé, mais t'as un livre à côté de toi, j'ai hâte que tu l'ouvres et que tu nous lises ce que t'as prévu de nous lire. Mais voilà, tu avais très très envie, toi particulièrement aujourd'hui, de revenir sur ce film que tu as été voir 2 fois tellement tu l'as trouvé merveilleux. Bah exactement, c'est l'amour ça mon petit gars. C'était beau de se croiser quand même dans une salle de cinéma. Ouais, par hasard, film, voilà. On a même des auditeurs qui nous ont signalé, bah alors vous avez détesté ça genre sur Twitter ou sur Facebook et par contre vous retournez le voir. Mais oui, on retourne le voir parce que moi effectivement la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument détesté et forcément après j'étais déjà baigné un peu là-dedans, tout l'accueil excessivement positif qui entourait ce film-là, mais alors même qu'il était même pas sorti, hein, vraiment un gros buzz et compagnie. Mais aussi de lire des critiques en me disant qui nous présentaient le film comme une sorte de chef-d'œuvre. Et de toute façon, voilà, dans cette première vision-là, j'ai détesté. Effectivement, on sait très bien que voilà, l'appréciation d'un film, elle est aussi en relation, relative à l'attente qu'il génère et aussi à la réception qu'il génère. Donc moi, j'avais une détestation à la hauteur de l'admiration que le film pouvait générer. Et donc je reviendrai sur tout, et puis on reviendra, je pense, sur plus en fin d'émission sur vraiment ma deuxième vision qui est beaucoup plus tempérée, qui est une vision un peu plus j'ai envie de dire raisonnable, en tout cas concentrée sur le film lui-même en dehors de tout ce qui peut faire sa réception. Mais j'avais envie quand même de signaler de commencer sur tout ce film qui est tout le discours, tout ce qui peut l'entourer. Mais si je peux me permettre de te couper tout de suite la parole avant que tu commences, c'est que moi je l'ai vu le film après toi, hein, tu as déjà fait des commentaires, tu m'as déjà fait des commentaires sur le film avant que je le voie. J'ai après avoir vu le film été écouter différentes critiques, qu'elles soient extrêmement positives ou extrêmement négatives, parce que j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'entre-deux finalement sur cet objet.
soit Joaquin Phoenix fait la performance d'acteur de la décennie, soit ça n'a aucun intérêt, et idem pour le résultat final du film. Et j'ai quand même grosso modo l'impression, dans tout ce que j'ai pu lire et écouter, que dans un camp comme dans l'autre, les arguments sont quand même super limités en fait. Et ça m'a vachement déçu. J'irai jamais jusqu'à dire que c'est le pire film de l'année. J'ai vu bien pire cette année, je pense. À aucun moment je peux penser que c'est le meilleur. On y reviendra, comme tu l'as dit, en fin d'émission. Mais ça m'a extrêmement surpris quand même, justement, cette espèce de, y compris sur les réseaux sociaux auxquels on participe, bien évidemment, mais cette défense acharnée, en fait, cette bataille même qui se mène, ce qui à la fois me réjouit de me dire, tiens, le cinéma est encore capable de provoquer des sentiments comme ça, et donne l'envie aux gens d'affirmer un avis, même de faire de la critique, vraiment de s'essayer à la critique, parce qu'il va falloir argumenter pour défendre pourquoi c'est le meilleur ou pourquoi c'est le pire film de la décennie ou des 20 dernières années. Donc je suis à la fois très très agréablement surpris par ça, et en même temps ça me désole que ça soit pour ce genre d'objet qui est assez peu radical quand même en fait. Ouais, je pense que le film cristallise pas mal de choses dans l'époque et compagnie, mais et effectivement, c'est vrai que dès le départ, moi je me suis dit c'est pas possible que ce film soit bon. Donc moi je suis parti avec un a priori très très négatif. Pourquoi ? Parce que je suis forcément un cinéphile hyper old school qui croit bec et ongle à la politique des auteurs. C'est que dès l'annonce du projet, telle qu'elle avait été faite d'une version du Joker très noire par Todd Phillips, et à l'époque la production devait être assurée par Martin Scorsese, on sentait que voilà, il y avait une sorte d'excitation en disant bah voilà, enfin on va peut-être sortir d'une version de film de super-héros qui serait celle de Marvel ou de tel que le DCU, comme on appelle le DC Cinematic Universe, pouvait aussi s'enfoncer dans des trucs un peu voilà, les Suicide Squad, les films de Zack Snyder et compagnie, des trucs un peu brinque-ballant. Là il y avait comme une sorte de promesse qui pouvait peut-être être tenue, on avait l'impression, mais sauf que moi je me disais, parce que c'est Todd Phillips quoi, c'est pas possible. Mais justement, moi j'ai eu la même impression que toi. Todd Phillips, il y avait aussi moi cette idée comme quoi évidemment il a fait les Very Bad Trip et les comédies américaines pour lesquelles il est connu, mais j'avais aussi le souvenir de son premier documentaire par exemple sur DJ Allin. Donc c'était un documentaire sur DJ Allin qui était une espèce de brute de scène qui faisait caca sur scène et qui se défonçait le crâne avec son micro. Enfin on pouvait revenir, enfin voilà, dans les années 80, un truc des années 80 new-yorkais, cracra, un truc vraiment dégueulasse en fait, hein. Donc on pouvait revenir à ça aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais après moi j'ai pas vu ce documentaire sur J.J. Allin, mais après j'ai vu quelques films de Todd Phillips, et pour moi c'est typiquement le genre de cinéaste qui n'a absolument aucun point de vue et qui n'est du coup qu'on peut pas du tout cataloguer, et je parle même pas d'un point de vue unique, hein, parce que par exemple pour en parler notre chouchou, je pense que Mel Gibson c'est clairement un auteur schizophrène par exemple, c'est ce qui fait le sel de son cinéma, c'est pas un point de vue, c'est pas d'un coup une façon de voir le monde qui serait unilatérale, c'est d'un coup il y a un point de vue ou une multiplicité de points de vue d'un individu qui va s'incarner dans une œuvre artistique quoi, ou qui va faire d'un coup une sorte quelque chose qui peut être dialectique ou vraiment didactique, mais en général c'est la dialectique qui prime quoi. Et Todd Phillips, moi j'ai toujours eu l'impression dans les films que j'ai pu voir, et particulièrement ses comédies, que c'était quelqu'un qui avait zéro point de vue et qui de les différents points de vue qu'il pouvait mettre en scène dans ses films se contredisaient les uns avec les autres et finalement faisait une sorte de bouillie pas possible. Et moi j'avais envie de lire un truc histoire de saouler tout le monde, histoire de remettre une couche sur ce que c'est la politique des auteurs en fait, parce que finalement pas mal de gens vont pas forcément être très familiers de ça, mais la politique des auteurs c'est donc du coup cette sorte de très grande idée critique qui avait été élaborée dans les années 50 par toute la bande de la Nouvelle Vague, les Chabrol, Truffaut, Godard et Romer. Et je vais lire un petit extrait d'un texte de Truffaut qui, soit dit en passant, voilà, faut lire Truffaut, faut même plus lire Truffaut que regarder Truffaut, parce que finalement c'est beaucoup mieux à lire qu'à regarder. Mais là je suis méchant parce qu'effectivement il faudrait que je me replonge dans Truffaut. Mais c'est un extrait d'un de ses textes qui était paru dans Art, qui s'appelait Vous êtes tous témoins dans ce procès, le cinéma français crève sous les fausses légendes, et qui me paraît en tout cas représenter assez bien moi ce que je prends comme une sorte de credo dans le cinéma. Je ne crois pas aux bons et aux mauvais films, je crois aux bons et aux mauvais metteurs en scène. Il est possible qu'un cinéaste médiocre ou très moyen réussisse un film de temps à autre, mais cette réussite ne compte pas.
elle a moins d'importance qu'un ratage de Renoir, si tant est que Renoir puisse rater un film. Là, je passe quelques lignes. Un metteur en scène possède un style que l'on retrouve dans tous ses films, et ceci vaut pour tous les pires cinéastes et pour leurs pires films. Les différences d'un film à l'autre, un scénario plus ingénieux, une meilleure photo, je ne sais quoi, n'ont pas d'importance. Car ces différences tiennent justement à cet apport de l'extérieur, plus ou moins d'argent, un plus ou moins long temps de tournage. L'essentiel est qu'un cinéaste intelligent et doué demeure intelligent et doué, quel que soit le film qu'il tourne. Je suis donc partisan de juger lorsqu'il s'agit de juger, non des films, mais des cinéastes. Je n'aimerais jamais un film de Delannoy et j'aimerais toujours un film de Renoir. Moi, en fait, quand je lis ça, et c'est des textes sur lesquels je reviens régulièrement, j'y vois en fait quelque chose là qui me paraît extrêmement parlant sur, en tout cas, le rapport que je peux avoir au cinéma des fois, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont plutôt des fois relativement efficaces, et c'est finalement dans ma deuxième vision, je me dis ouais, Joker c'est relativement efficace, ça marche relativement bien, c'est relativement séduisant, mais c'est un film qui est absolument dépourvu de ce nerf, de ce cœur qui serait un auteur qui a une vraie vision à donner. Et c'est bien la raison pour laquelle, moi, Todd Phillips, pour avoir vu lequel de ses films, pour moi, c'était absolument impossible que ce type fasse un bon film. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure que cette rumeur enflait de l'annonce du projet à sa présentation à Venise où il a eu le Lion d'Or, je disais, c'est pas possible que d'un coup ce type-là fasse un bon film. Et forcément, après, tout s'enchaîne, hein, on a une réception critique qui clame qu'on tient là le plus grand film américain depuis 10 ans. On a un succès économique vraiment très fort a priori, et aussi un succès public. C'est-à-dire qu'on sent que ce film, ça va être, il va compter parmi ces films où ça va être très dur en tant que cinéphile quand on n'aime pas le film, de dialoguer avec des gens qui viennent te voir en tant que cinéphile et te dire ouais, t'as vu ça Joker, ça c'est du grand cinéma, et de leur dire bah nous on a trouvé ça horrible, parce qu'on sent que ça va cristalliser ce qu'on peut attendre du cinéma, un peu comme Nolan à un moment. Je me rappelle que quand Inception sortait ou quand Interstellar sortait, tu disais, ouais, en tant que cinéphile, quand tu émettais des critiques là-dessus, c'était tout de suite très tendu, quoi. C'était pas possible. Effectivement, moi, avec le recul, c'est pareil, finalement. Interstellar, je déteste pas ce film. Inception, un peu plus, mais c'était pas du tout à la hauteur de les critiques très énervées qu'on avait pu faire à un moment. Mais c'est juste dire, mais non, c'est pas du très très grand cinéma. Il manque d'un truc. Et c'est vrai que moi, c'est tout ce qui entoure ce film autour de sa réception m'a tout de suite posé problème à la vision du film, de voir un truc un peu médiocre par rapport à un truc énorme qui pouvait l'entourer. Je te coupe pas vraiment la parole d'ailleurs. Évidemment, je suis à peu près d'accord. J'ai envie de me faire l'avocat du diable en fait un instant. Déjà, pour une première chose, c'est que la politique des auteurs, on la détourne régulièrement dans cette émission. C'est finalement assez simple de démontrer qu'un réalisateur peut être aussi un auteur. Et je m'empresse de le faire tout de suite avec Todd Phillips. Todd Phillips, donc comme je le disais, qui démarre sa carrière surtout dans les documentaires. Moi, celui que j'ai vu, c'est justement celui sur Gigi Allen. Il y a déjà, dès son premier documentaire, film, du coup, une espèce pas de fascination, mais en tout cas de curiosité envers un personnage marginal qui est même maître du chaos, et qui en fait un spectacle, et qui en fait son succès, qui en fait sa renommée. Bon, le documentaire, je l'ai vu, c'est vrai, assez longtemps, mais et c'était pas génial du tout. Ça avait la chance de choper, je pense, un personnage très très atypique à un moment entre guillemets décisif, ou en tout cas un moment vraiment spectaculaire, ce qui fait un peu son sel. J'ai revu évidemment des films de Todd Phillips avant de faire cette émission, et ce qui m'a assez marqué, c'est justement le fait que on retrouve constamment cette espèce de regard d'attirance pour des personnages marginaux dans le reste de ces films. Des personnages marginaux qui sont à la limite de la sociopathie, mais c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et quand il a commencé non pas des personnages marginaux, mais des comportements marginaux, des comportements extrêmes plus. Enfin, si on prend le cas de Very Bad Trip. Des personnages qui se transforment. Alors, j'ai pas revu Very Bad Trip, mais je pense qu'il pourra rentrer dans l'idée que je me fais du regard que Todd Phillips peut avoir. Tu vois, c'est terrible, je parle déjà de regard qu'il peut avoir sur des personnages qui, en effet, peuvent avoir des comportements marginaux, mais c'est à partir d'un comportement marginal qu'on devient marginal aussi dans cette société que lui représente.
J'ai revu notamment moi un film qui m'intéresse beaucoup, qui est Old School. C'est Retour à la fac, je crois, en version française. Donc, et je voulais signaler que ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que Todd Phillips, c'est ce pourquoi aussi je pourrais le considérer en tant qu'avocat du diable comme un auteur, il est responsable de ses scénarios, y compris celui du Joker. Le seul scénario qu'il n'a pas commis dans ses réalisations, c'est celui du premier Very Bad Trip, parce qu'il a quand même réalisé les 3 Very Bad Trip, faut avoir conscience de ça, mais il n'y a que le premier qu'il n'a pas scénarisé, qui a été son plus grand succès jusqu'à Joker. Donc voilà, Old School, Retour à la fac, qui est donc une comédie américaine avec Will Ferrell, ce pourquoi évidemment moi comme plein d'autres on a été voir ce film dès que c'est sorti, parce que les comédies avec Will Ferrell, c'était évidemment il y a 10 ans le must en termes de comédie. Et qui vont se faire confronter 3 personnages qui vont être à des degrés différents justement de marginalisation, quoi. Et qui vont se transformer, qui sont tous au départ justement dans un cadre assez corrects, qui ont tous une vie rangée, vie de famille rangée, et qui vont tous plus ou moins la perdre en fait suivant leur caractère propre. Et le personnage ce qui m'intéresse, c'est que le personnage que Todd Phillips choisit en tant que personnage principal, c'est le plus puritain évidemment. C'est celui qui perd sa famille parce que sa femme fait des orgies. Donc évidemment lui il peut pas supporter ça, donc il s'enfuit, il va vivre ailleurs. Mais c'est ce personnage principal là que Todd Phillips va suivre. Et ses 2 copains incarné par Will Ferrell justement, et puis j'ai oublié comment il s'appelle, qui jouait dans Hacksaw Ridge justement, Vince Vaughn. Il a fait d'autres choses, mais bon, il jouait dans Hacksaw Ridge. Voilà, ces 2-là ont des degrés différents de marginalité, et celui qui démarrait avec la vie de famille la plus correcte entre guillemets, qui vient de se marier, en fait son mariage, Will Ferrell, en fait non, c'est un dégénéré, et sa pulsion profonde, c'est d'être dégénéré, c'est d'être un alcoolique, c'est de courir à poil dans la rue, et il faut qu'il accepte ça. Et ce qu'il y a, c'est que Todd Phillips regarde ça justement et du point de vue du personnage vraiment puritain, qui lui veut juste avoir une relation stable, sérieuse, dans les règles de l'art, avec mariage, avec alliance, sans déborder, sans rien qui dépasse du cadre de vie de l'American Way of Life. Il regarde ça avec à la fois une espèce de fascination, d'envie, et en même temps il peut pas y toucher, quoi. Il peut pas, et c'est un truc profond, c'est un truc qui lui tient en tripes. Il ne peut pas. C'est technique, et il ne peut pas en fait. Et je revois plus tard, à savoir le lendemain, War Dogs, qui est son dernier film avant Joker. Et on a à peu près la même chose en fait. On a 2 personnages. On a le personnage de Jonah Hill, qui est une espèce d'aventurier, presque marchand d'armes aventurier, qui est sûr de lui, qui réussit tout ce qu'il fait, qui est trop fort. Et puis le personnage principal de Todd Phillips, c'est un type complètement lambda en fait, qui a aucune personnalité, qui est vraiment mou du genou. Mais pareil, lui, ce qui lui tient à cœur, c'est sa vie de famille, sa vie propre, et surtout faire les choses dans la légalité, tout bien, tout nickel, quoi. Et il s'avère que justement ce personnage de Jonah Hill, qui est un aventurier, qui le fascinait, qui est son ami d'enfance, mais qui le fascinait, c'est un gros sociopathe. C'est pas possible. Voilà, c'est comme ça que c'est un gros sociopathe qui joue le rôle du meilleur ami depuis le départ. Mais non, c'est pas possible. Cette aventure, elle est absolument impossible. Et après ce film War Dogs, du coup, qui est très très problématique pour moi, parce que ça parle de cynisme, mais en même temps on est quand même un pied dedans, parce que ça reste une grosse production, et que ça fait mine de critiquer comme ça le gouvernement, et puis la vente des armes à feu, et puis n'importe quoi, et l'économie de la guerre, sauf que ça raconte à peu près rien, et ça n'a aucun impact là-dessus. Donc c'est Joker, quoi. C'est complètement vain. Et donc là, pour moi, il y a une nouvelle évolution. On touche encore d'un peu plus près un caractère plus que marginal, puisque le Joker est censé être une figure du mal absolu, comme peut l'être Michael Myers, comme peut être un alien. C'est la figure du chaos, en fait. Pas le mal absolu, mais en tout cas le chaos. Encore une fois, c'est ce qui entoure le film. C'est ce qui entoure le film. Et bien évidemment, je dis que c'est censé. Encore une fois, c'est censé l'être. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il met les mains dans le cambouis, et que là, pour le coup, ça devient son personnage principal.
il y a plus ce puritain derrière qui accompagne tous ces films. Et les Very Bad Trip, on a exactement ça aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours, nous, en tant que spectateurs, et le héros de ces films jusqu'ici, ça restait ce personnage puritain, et on avait son point de vue sur les autres, on avait cette boussole morale. Là, il décide de prendre un personnage qui est donc ce personnage qu'on sait, même si au début du film, il est présenté non pas comme un psychopathe, on va y revenir plus tard, je pense, plutôt comme un handicapé. En fait, il y a quelque chose qui est très très problématique dans la façon dont il représente justement la maladie mentale, je pense, de ce personnage du Joker. Mais bon, passons. Le fait est que voilà, il décide de prendre vraiment son point de vue, de l'utiliser non seulement en tant que personnage principal, mais de garder son point de vue à lui. Toutes les scènes du film seront vues du point de vue du Joker, ou en tout cas avec lui dans le cadre. Il est de tous les plans, de toutes les scènes. On n'a pas un point de vue extérieur à un moment qui vient nous montrer attention, oulala, et ce qui moi ne me gêne absolument pas. Au contraire, c'est un des points très positifs, en tout cas un des points qui pourrait être très positif du film, c'est vraiment de s'attarder sur le point de vue. On pourrait penser du coup à partir de là à Schizophrénia, et puis bon, bref, on en reparlera aussi je pense après. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette politique des auteurs, c'est que pour moi, du coup, elle apparaît presque évidente, en évolution, soit, mais évidente dans le rapport, l'intérêt que peut avoir Todd Phillips par rapport à ces figures qui partent, qui seraient marginales, qui seraient des comportements marginaux au départ, qui iraient en plus vraiment vers quelque chose de très marginal, voire d'illégal, comme peut l'être Jonah Hill par exemple dans les War Dogs, pour enfin arriver avec le Joker à l'explosion du talent de Todd Phillips. C'est ce qui le fascine, à savoir vraiment cette figure du chaos anarchiste. Le problème, en effet, c'est peut-être que lui-même, je pense Todd Phillips, n'a aucun lien concret en fait avec ce rapport à la marginalité ou au chaos, et qui regarde ça plutôt comme un curieux que comme quelqu'un d'investi, d'où peut-être cette absence de regard absolu qu'il peut avoir, et cette absence d'émotion aussi qu'il va y avoir devant le Joker en fait. Ouais, ou d'émotion, enfin en tout cas pour toi, parce que je pense que de l'émotion les gens enfin les spectateurs en ont pas mal, hein, je pense, mais après c'est ma grand questionnement ça. Mais après je pense que ce truc sur le qui était de regard, effectivement on y reviendra peut-être après, mais enfin, il y a vraiment des très grandes différences entre le point de vue et vraiment le regard, parce que c'est évidemment pas parce qu'on suit le point de vue d'un psychopathe que ton film va s'approcher de très près de ce que c'est un psychopathe, surtout si c'est un psychopathe qui est touché d'hallucinations, quoi. Et en fait on y reviendra sûrement là-dessus. Moi après, je pense que sur le film, pour continuer un petit peu sur cette idée que j'avais de vouloir raconter ce qui entoure un peu le film, je pense que une des raisons moi, qui me font penser que le film va être d'un coup un succès ou a généré une attente folle, c'est que tu as cet aspect dans Joker qui est hallucinant quelque part. C'est que c'est carrément un film qui s'inscrit dans l'univers des super-héros par son titre, mais son titre qui ne se justifie que dans la dernière demi-heure, hein, quelque part, si on le prend du recul, hein. Mais en termes de facture, on est dans quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup dans le cas du cinéma américain, c'est-à-dire que c'est clairement un film qui a toutes les signes extérieurs du cinéma d'auteur. Et là, je prends auteur du cinéma d'auteur en termes de marque de fabrique, et non pas comme l'auteur tel que essayait de l'expliquer un petit peu Truffaut dans l'extrait que j'ai pu lire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un cinéma d'auteur ? C'est-à-dire vraiment ce truc, un truc un peu âpre, une photo, un rythme un peu plus lent, quelque chose de plus intimiste. C'est-à-dire que là, d'un coup, on voit très bien qu'il y a une sorte de dichotomie entre ce que peut attendre dans un registre de super-héros, c'est-à-dire tout ce qu'on a bouffé depuis 10 ans en termes de blockbusters américains, et là, je parle des films de super-héros, mais aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de polarisation moi, qui m'interroge beaucoup en ce moment entre des films de blockbusters ultra spectaculaires, absolument sans âme, donc les Marvel, mais aussi des films avec Dwayne Johnson et tout ça, des films qui sont bourrés de la pyrotechnie et compagnie, mais qui n'ont rien. Enfin, on voit très bien que ceux qui sont à la barre de ce genre de film n'ont absolument rien à montrer, si c'était une sorte de pyrotechnie. On a des purs films d'algorithmes ou de financiers. Tout ce qui est bouffé par le numérique, grosso modo. Et donc, on a vraiment ce truc on a d'un côté ça, et à la fois, il y a une polarisation extrême, parce que d'un autre côté, on a tout un cinéma américain qui est au contraire
dans un auteurisme incroyable. C'est-à-dire, là, je pense à des gens comme Wes Anderson, comme P.T. Anderson, comme Bennett Miller, comme J.C. Chandor, ou qui d'un coup font des films où tu te dis, mais ces films-là sont pas des films américains, c'est presque des films européens dans leur facture. C'est-à-dire des films qui vont vraiment accumuler les marques de cinéma d'auteur, genre de vouloir dire, de vouloir montrer. Je pense à... Ce que faisait le cinéma américain dans les années 60, déjà justement avant les années 70, où tu as vraiment des auteurs qui sont apparus, mais dans les années 60 aux États-Unis, on a ce même souci. C'est-à-dire des auteurs qui commencent à apparaître, mais qui sont tellement influencés par le cinéma européen que ça en devient vraiment quelque chose d'imbitable, parce que ils ont pas forcément des trucs en plus à raconter. Dans Ils les ont années une 60 forme, et puis dans les années 70, après, tu as ce fameux moment où, de toute façon, tu as quand même toute cette le nouvel Hollywood qui, voilà, le cas de Coppola est vraiment Justement, je parlais de l'avant Hollywood, Ouais, de l'avant l'avant. Nouvelle Hollywood, quoi. Mais, moi, ce qui me paraît très, très parlant là-dessus, c'est cette fameuse idée du cinéaste contrebandier, où dans le cinéma hollywoodien, moi, ce pourquoi je l'ai aimé, ce pourquoi je suis tombé amoureux du cinéma américain, ça a été très bien synthétisé dans cette notion qui avait été développée par Scorsese et Michael Henry Wilson dans leur documentaire 50 ans de cinéma américain, je crois. C'était cette idée du cinéaste contrebandier, c'est-à-dire on est un cinéma américain de stéréotypes, c'est-à-dire de genre, très genré, avec un cahier des charges très bien rempli, voilà. Puis de studio, on a des comptes à rendre. Volonté de générosité, le glamour, l'image que l'on a d'Hollywood, c'est-à-dire vraiment ce truc, le spectacle très policé. Et la contrebande, c'était quoi ? C'était les auteurs qui arrivaient à subvertir ou à s'immiscer dans les interstices d'un système formel hyper calibré pour faire vivre leur vision à eux, tout en offrant le spectacle du spectacle, enfin le spectacle hollywoodien. Et ça, c'est un truc qui n'existe plus, selon moi, enfin qui est complètement perdu. C'est on est dans une polarisation dans le cinéma américain entre le cinéma, le spectacle, Hollywood, le glamour, le spectacle, et de l'autre côté, le cinéma d'auteur. Alors là, Joker, on est carrément là-dedans, et ça se représente très bien dans un propos de Todd Phillips qui disait, moi, j'ai pas voulu faire mettre Joaquin Phoenix dans l'univers des super-héros. J'ai voulu faire rentrer l'univers des super-héros dans l'univers de Joaquin Phoenix. Ça, c'est un très bon exemple du changement de paradigme total qu'il peut y avoir dans le cinéma américain. C'est que là, d'un coup, ça tient à pas grand-chose, hein, parce on pourrait se dire, en voyant le verre à moitié plein, cette bouillasse qu'on voit depuis 10 ans sur nos écrans, elle commence à être gangrénée par les restes du cinéma américain des 70. On pourrait vraiment le voir comme ça. Enfin, moi, en étant le plus optimiste possible, il y a des moments où je me pose la question, est-ce que ça pourrait pas apporter, comme beaucoup de gens se posent la question, je pense, est-ce que un film comme ça, qui revient avec des influences, même si elles sont très superficielles, d'un cinéma américain, qui serait justement ce cinéma de contrebandier, ou même pas du tout d'ailleurs, mais un cinéma de la contre-culture, en tout cas, parce que l'on n'est pas du tout dans ces influences, tiennent plutôt de ça, qui serait pas en train de gangréner, qui pourrait pas gangréner justement ces super productions finalement, parce que là on n'est pas encore vraiment là-dedans, mais ces super productions bien sûr, mais moi je pense que c'est encore une fois, je pense que c'est une des raisons par laquelle j'analyse un peu le succès de ce film. C'est que je me dis, d'un coup, on a un film qui, effectivement, comme tu as dit, multiplie les références, moi qui m'ont passablement énervé, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Vu que je n'ai pas le film, je ne voyais que les références, c'est-à-dire forcément La Valse des Pantins, Taxi Driver, un soupçon de Fight Club, un petit peu soupçon de Network, à savoir, voilà, des films qui finalement manipulent un sujet relativement voisin, c'est-à-dire étudier des personnages un petit peu on va dire touché d'une sorte de maladie mentale, d'une sociopathie ou d'une psychopathie, et de le mettre en relation, de le mettre en parallèle avec une société qui serait elle-même malade. Donc comment faire dialoguer une maladie individuelle avec une maladie sociétale, en fait. Je pense que c'est tous les films qui sont cités très frontalement dans Joker ont cette particularité-là. Et moi finalement, enfin quand je voyais Joker, je me disais mais non, c'est déjà il y a encore ce truc de se dire voilà, on manipule ces références-là.
Et en plus, on l'ancre dans les années 70 ou dans le début des années 80, le tout début des années 80, en tout cas dans le cas de Joker, et ça évite même de se frotter au cinéma, enfin au monde contemporain tel quel. Et ça, c'est encore une fois pour moi vraiment un symptôme très fort. Enfin, je pense que c'est hallucinant de se dire que depuis 10 ans, des films contemporains aux États-Unis, il y en a quasiment pas, à part dans les comédies éventuellement. Mais sinon, on n'a que des films qui se passent dans le passé, ou des films qui se passent dans le futur, des films de science-fiction, ou des films qui se passent dans une sorte du présent mais parallèle, des films de super-héros. Les films qui se passent dans le présent, il y en a quasiment pas. Je suis d'accord avec toi, bien évidemment, mais pour encore une fois faire l'avocat du diable, l'âge d'or du cinéma américain des années 70, lui aussi revenait énormément, par exemple, au cinéma des années 30. Ouais. Pourquoi ? Parce que les années 30 correspondaient en termes sociétal, selon certains cinéastes, à ce qu'ils étaient en train de vivre, justement, en termes de crise, en termes de crise sociétale notamment, et parce que ce cinéma des années 30, précode notamment, correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Donc, encore une fois, j'essaye de voir le verre à moitié plein. Est-ce qu'on pourrait pas envisager que, justement, ce réalisateur, Todd Phillips, lui aussi part sur cette idée que on parle de cette société des 70, évidemment il y a un retour en arrière, et on se réfère à la fois à cette société qui était elle aussi en crise, c'était cracra, ça allait pas bien, tout le bordel, et à ce cinéma bien évidemment parce que c'est le dernier âge d'or, plutôt que de se référer à notre cinéma contemporain qui n'est pas capable justement de parler de la société contemporaine. Parlons et utilisons une espèce de mythe culturel, cinématographique et sociétal qui est justement cette fin des 70, début 80 pour parler aussi de notre société contemporaine. Non mais après je suis d'accord, moi je sais que c'est quelque chose dans ma première vision qui m'a complètement énervé parce que je le voyais comme un exemple supplémentaire d'une tendance qui m'énerve, mais en même temps voilà, c'est une tendance dans laquelle est né des films que j'adore. Par exemple le dernier Tarantino, c'est carrément ça, c'est aussi un film complètement qui s'inscrit dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, on est vraiment là-dedans. Donc voilà, on peut très bien faire des films sur ce truc-là. Mais comme le fait d'utiliser une mythologie, celle du Joker par exemple qui est attachée à Batman, on a parlé de la réception critique aussi du film. On n'a pas encore mentionné par exemple le podcast que tu m'as proposé d'écouter, d'ailleurs Nos Ciné, qui a été lui-même, il y a des critiques de la critique qui sont disponibles aujourd'hui, et j'ai trouvé ça intéressant que Nos Ciné fasse un podcast sur ce film Joker, et que juste après il fasse un podcast sur Scarface. Je fais ma parenthèse, après si tu veux bien on fera une pause d'ailleurs. Il fait sa parenthèse sur Scarface avec un autre invité qui sera Rafik Djoumi, alors que dans la précédente émission sur Joker, t'avais plutôt les Stéphane Moïsakis et puis et Julien Dupuis qui ont plus ou moins des arguments que je trouve quand même assez limités pour critiquer, descendre même le film. Et donc juste après, t'as un truc sur Scarface qui est un film qui a beaucoup influencé, je pense, Todd Phillips, en tout cas, qui pas forcément influencé, mais en tout cas qui l'a marqué. Il en parle notamment beaucoup dans War Dogs, enfin en tout cas il l'utilise dans War Dogs. Pour parler aussi d'un de ces personnages, je pense, de façon un peu limitée comme toujours, très superficielle sans doute, comme dans tout ce que Todd Phillips a fait, mais bon bref, et qui revient sur justement l'accueil de Scarface à l'époque, et moi Scarface, faut pas oublier que c'est aussi un remake justement qui, quand il sort, est au meilleur des cas ignoré par la critique en fait, ou alors démonté, accusé de fascisme. J'ai entendu à propos de Joker sur France Inter dans une émission dont je citerai pas le nom parce qu'il faut pas qu'on en fasse de la pub, que c'était un film facho. Faut pas déconner non plus, faut pas prêter à ce film qui est sans doute très très maladroit et qui est uniquement en surface des termes de ce genre. Enfin, je trouve ça terrifiant en fait d'en arriver là. Et pour revenir du coup à Nos Ciné et à Scarface, je trouve ça terrible que quand qu'on voit pas le lien justement avec ce genre d'accueil critique qui que je trouve assez pour moi évident. Enfin voilà, sur le rapport à la violence, à la société. Quand Scarface sort, c'est pareil. Je dis, il est complètement au mieux ignoré par la critique, mais sinon il est démonté par ceux qui ont un minimum de savoir, parce qu'ils sont justement abreuvés et en train de défendre bec et ongle un cinéma des années 50 aussi à ce moment-là en fait. Le cinéma des années 70 à ce moment-là n'est pas du tout pris en compte. On est passé complètement à côté d'un truc. Est-ce que nous-mêmes on n'est pas en train de passer à côté d'un truc? Bah après, je pense pas. Hein, non, je pense pas. Je me fais vraiment encore une fois l'avocat du diable. Moi, je pense qu'avant de faire une petite pause musicale,
musical, je pense qu'un des derniers aspects qui me paraît, pour employer un gros mot, extra-dégétique, qui justifie selon moi la réception qui me paraît hallucinante du film, c'est justement son ancrage. Voilà, j'ai pu parler de l'ancrage un peu cinématographique, l'ancrage au niveau de la politique des auteurs ou l'ancrage dans un contexte de production. Mais là, effectivement, on a un film qui aborde de front, et ça, on peut pas le nier, une sorte de pays. Donc là, on est à lieu à Gotham, mais on le sait, Gotham est une sorte de métaphore des États-Unis, un contexte politique avec une sorte de crispation totale entre des basses couches populaires et une élite richissime, de plus en plus riche, et qui en aurait rien à foutre, une sorte de frontière totale entre les deux, entre des classes, une sorte de lutte des classes. Et là, d'un coup, le film, vu qu'il l'aborde frontalement, selon moi, il n'en fait rien, hein, mais en tout cas, il l'aborde frontalement, d'un coup, il y a une sorte d'idée que d'un coup le film serait à l'heure, quoi. Enfin, vraiment, le film serait le témoin de son temps. Le film Joker serait le film des années 2010, le film Trump, de l'ère Trump, le film presque post-Trump déjà, et puis en France, d'un coup, le film Gilets jaunes. Mais d'un coup, on a un film qui arrive dans un temps donné et qui arrive à synthétiser, à cristalliser beaucoup de préoccupations, non pas de préoccupations, mais un truc dans l'air du temps qui va en faire un succès. À mon avis, moi, je parie pas 10 cachous sur le fait que ça soit un film qui va rester. Je pense pas. Je pense pas que ça soit un film qui va être dans l'air du temps. Mais par contre, qui va rester, qui va témoigner de son temps. Mais par contre, c'est un film qui, au moment où il sort, dit quelque chose, ou en tout cas, arrive au bon moment. Mais à mon avis, dans 10 ans, on aura oublié, parce que pour moi, il en tant que absolument, enfin de film un peu moyen, n'arrive pas du tout à synthétiser ça, mais on y reviendra après. On va arrêter de parler de la société, on va retourner au cinéma, et on va aussi écouter un vrai film des extraits d'un vrai film de fou, à savoir Schizophrénia, accompagné d'une musique qui, à ma grande surprise, et j'ai été un peu choqué, je dois admettre, d'entendre ça. Donc on va écouter un morceau de Jackson C. Frank qui s'appelle My Name is Carnival, extrait de son unique album Blues Run the Game, qui, je le répète aux auditeurs qui ne nous auraient pas écouté suffisamment, est sans doute le plus bel album de l'histoire de la musique, l'unique album donc de Jackson C. Frank, et je comprends pas que ça soit utilisé dans ce film, mais c'est une bonne excuse pour le diffuser aujourd'hui. J'ai déjà établi un plan détaillé. Je sais exactement ce que je vais faire. Il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un. Mais je ne sais pas où je suis. J'ai vécu 10 ans dans cette ville, mais derrière les barreaux, on ne fait pas connaissance avec la vie urbaine. C'est pourquoi maintenant je me demande où aller. J'ai réfléchi, où peut-on rencontrer quelqu'un, si ce n'est dans le premier café venu. En voici un, en transit. I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus, and voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Strings of yellow tears drip from black wire fears in the meadow, and their white halos spin with an anger that is thin and turns to sorrow. King of all, hear me call, hear my name, Carnival. Here there is no law but the arcade's penny claw hanging empty,
The painted laughing smile and the turning of the style do not envy. And the small can steal the ball to touch the face of carnival. The fat woman frowns at screaming frightened clowns that move enchanted. And the shadow lion waits outside your iron gates with one wish granted. Colors fall, throw the ball, play the game of carnival. What's the matter, kid? Don't you like clowns? Why? Don't we make you laugh? Aren't we fucking funny? You best come up with an answer, because I'm gonna come back here and check on you and your mama. If you ain't got a reason why you hate clowns, I'm gonna kill your whole fucking family. All right, now get your fucking ass out the car. Come on. Yeah. Without a thought of size, you come to hypnotize the danger. The world that comes apart has no single heart when life is stranger. Wheel and call, cloud dreams all in the name of carnival. Wheel and call, cloud dreams all in the name of carnival. Étant enfant, j'avais toujours peur de mourir, peur qu'on me tue. Un jour, ma mère a chassé mon père de la maison. Quelque temps après, un autre homme est venu vivre avec elle chez nous. Je détestais ce beau-père. Ma mère, elle, espérait me faire mourir. Elle me longeait dans des couches humides et me laissait devant la fenêtre ouverte. J'aurais dû ainsi prendre froid, être très malade et mourir. C'était donc un extrait de l'album de Jackson C. Frank, Blues on the Game, que je conseille encore une fois à tout le monde. On peut entendre un extrait de ce morceau My Name is Carnival dans le Joker de Todd Phillips, et puis des extraits aussi autour de Schizophrénia de Gérard Cargleux. Pour tous ceux qui n'ont toujours pas vu cette merveille, je la conseille vivement. Elle est disponible chez Carlotta. On va continuer avec le temps qu'il nous reste de parler du Joker. On s'est laissé emporter encore une fois par notre lyrisme et on pourra pas aborder, je pense, tout ce qu'on voulait raconter sur ce qui entoure ce film. Juste rapidement, moi j'avais deux petites choses et puis je vais laisser Antonin évidemment revenir sur les sujets qui lui importaient. La première, et c'était pas prévu, mais j'entends beaucoup parler moi de Taxi Driver et de évidemment de la valse des pantins, mais je peux comprendre pourquoi. Évidemment, il y a une grosse référence avec Robert De Niro présent dans le film. J'ai beaucoup plus pensé moi à des films un peu plus problématique sur la représentation de la violence, à par exemple Death Wish de Michael Winner, ou voire même à Orange Mécanique de Stanley Kubrick, pas tellement pour ce que le film est, mais plutôt pour les réceptions aussi critiques que ça pouvait avoir. Et je suis surpris de ne pas entendre trop parler de ces films. Et puis l'autre problématique aussi, quand même, qui pour moi était une évidence, en tout cas qui m'a tout de suite sauté aux yeux quand j'ai appris déjà la naissance du projet, c'est évidemment cette presque une mode, même si ça fait déjà très longtemps que ça existe, mais c'est évidemment cette nécessité qu'ont les réalisateurs, les producteurs et le public surtout en fait à tenter de voir la naissance du mal quelque part. On l'a vu depuis déjà très très longtemps. George Lucas l'a fait avec sa saga Star Wars, de montrer la naissance de Dark Vador. Ça a été un grand moment, je pense, dans justement cette conception que le public, enfin en tout cas cette envie que le public a de voir les origines du mal. Mais depuis ça s'est je veux dire généralisé en fait de voir des personnages mauvais, on va dire, être le centre d'intérêt, de
pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais. Je pense que c'est un sujet qui intéresse énormément, mais tout le monde. Enfin, après les producteurs, je peux comprendre si le public est acheteur, ils en produisent de plus en plus, mais dans les séries télé notamment, hein, on a pu voir les Dexter, les Hannibal, la naissance de Hannibal Lecter, on en voit vraiment des caisses. Moi, j'ai pensé énormément aussi en voyant le Joker, en fait, au Halloween de Rob Zombie, que j'aime beaucoup, surtout le 2 en fait, mais le premier un peu moins, mais qui était là-dedans. C'est-à-dire qu'on avait un premier Halloween de John Carpenter qui était vraiment le mal absolu. On savait pas d'où il venait ni pourquoi il faisait ça, et puis Rob Zombie lui faisait un remake où au contraire il fallait rentrer dans le pourquoi du mal et essayer de suivre l'évolution de ce mal. Ce qu'on a vu avec le Alien de Ridley Scott, on a parlé dernièrement avec Ridley Scott, qui fait son Alien qui est une figure du mal absolu aussi, et puis quand il revient à son Alien 30 ans plus tard, voilà, il faut montrer les origines de l'Alien. Je raccourcis un petit peu le propos, je vulgarise tout ça, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui depuis une quinzaine voire même un peu plus est vraiment extrêmement présent en fait dans le cinéma notamment américain, hein, mais pas que, je pense, hein. Et puis le Joker, évidemment, moi je suis très surpris que ça soit pas arrivé avant finalement. Je pense, oui, effectivement, comme tu le disais, de toute façon, il y en a plein. Il y en a des caisses, des exemples comme ça de films qui veulent raconter vraiment l'origine du mal. Et sur le Joker, c'est particulier parce que, en plus, le Joker, sans être vraiment un geekologue total et un Batmanophile, c'est quand même un personnage qui s'est particulièrement illustré dans le fait qu'il n'ait absolument aucune origine, quoi. C'est que c'est un pur agent du chaos, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui finalement qui est vraiment apporté au crédit d'ailleurs de Christopher Nolan, en tout cas en termes cinématographiques, c'est que il en faisait un truc récurrent, enfin un élément dramaturgique récurrent dans son Dark Knight, où le Joker ne faisait que de raconter des fausses histoires de sa généalogie, une généalogie fantasmée, en disant, et il la réactivait, il la rebootait à chaque fois, en disant non, lui c'est juste un agent du chaos. Et ce qui est étrange là-dedans, et moi c'est en ça, c'est ce que je reprocherais principalement au Joker, c'est qui me paraît symptomatique de plein de choses en fait, hein. C'est que moi, en fait, en voyant Joker, et là ça correspond tout à fait avec cette vision que je peux avoir du film où tu te dis, quand je parlais de polarisation entre le cinéma spectaculaire ou le cinéma d'auteur, c'est que là moi j'ai l'impression de voir un film de Ken Loach, en sachant que moi Ken Loach c'est pas un cinéaste que j'aime particulièrement, mais qui peut-être à la manière de Truffaut, ouais, c'est quelqu'un que je vilipende parce que c'est le meilleur dans son domaine, mais effectivement c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'émules, c'est-à-dire qui est le roi du film social, qui est roi le roi pour parler du déterminisme social, c'est-à-dire un cinéma de gauche qui moi personnellement me donne envie d'être de droite tellement il est lourdeau. C'est-à-dire qu'à la fois moi ce que je reprocherais principalement à Joker, c'est son déterminisme absolu. Enfin, c'est que le personnage, l'acteur, le protagoniste est plus acté que acteur en fait. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui d'ailleurs est presque on va dire antinomique avec le cinéma américain tel qu'il s'est construit. C'est que là on a affaire à un personnage qui est un dominé total sur tous les plans, une victime constante, mais sur tous les plans tels qu'ils ont pu être catalogués par la sociologie, hein, sur le plan familial, mère castratrice, sur le plan économique, des patrons qui lui en veulent, sur le plan artistique, il voudrait être comédien mais il n'est pas bon comédien, humilié, hein, sur le plan sexuel qui craque, hein, complètement. Sur le plan voilà, amoureux, on sent bien que c'est pas un mâle alpha. Voilà, et j'ai trouvé le film d'une lourdeur absolue, tel que je peux le voir dans des tas de films exploités sous le label RSA, des films sociaux et tout ça, où tu dis mais c'est incroyable, on sent très bien ce que c'est le message du cinéaste, c'est-à-dire de dire bah voilà, on a un personnage qui est un défavorisé parce qu'il a un handicap, parce que clairement on nous a montré que le personnage il n'est pas spécialement fou au sens psychologique, il est handicapé au sens physique, hein, vraiment il a un problème de névrotique, hein, enfin, voilà, je sais pas comment on dit d'ailleurs, il est suivi, il a un problème comment on dit, neurologique, et en fait le discours est plutôt hyper didactique, on est dans une société donnée qui est hyper violente, qui a une violence d'état incroyable, on a un personnage faible là-dedans, il est soumis à des tas d'oppression sur tous les champs dans lesquels il aimerait avoir une sorte de légitimité. Toutes les cases sont cochées. Exactement, et il va forcément basculer dans la criminalité. Donc là, on a presque Sweet
Sweet 16 de Ken Loach et compagnie, tous ces films sociaux qui font le quotidien des cinémas d'art et essai, c'est-à-dire voilà les films où d'un coup un individu un peu faible et tout ça, dans un contexte un peu dur, va basculer dans la criminalité. Et j'ai trouvé ça en plus particulièrement lourdeau dans l'écriture. C'est vraiment souligné constamment, le moindre souci. Enfin, on sent bien qu'il a écrit son scénario, Todd Phillips, et le moindre plan, le moindre cadre souligne ce qui a été écrit mot pour mot dans le Évidemment, scénario. et puis avec à la même manière, justement, comme tu le dis, un Ken Loach, je pense, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit le scénario derrière, de toute façon, et la mise en scène, s'il y a mise en scène, elle est là pour juste souligner ces problématiques de scénario, parce qu'on avait une idée. On a une idée à développer, et je pense que c'est moi là le problème fondamental que j'ai avec Joker, c'est que à la manière finalement de cinéastes comme Ken Loach, c'est qu'il est dans la commisération. C'est-à-dire qu'il a effectivement, ça va rejoindre peut-être cette idée d'un cinéaste qui a un point de vue qui accompagne son personnage vraiment jusqu'au bout, et qui l'aime et qui a envie de le défendre, contre l'oppression qu'il met lui-même en place dans son scénario quelque part, qui est censé représenter la société, mais en tout cas il est dans la commisération totale. Et pour moi c'est le problème fondamental que j'ai avec ce film, et c'est ce pourquoi je peux pas, même à ma deuxième vision où effectivement ma colère était retombée, mais je ne pense que c'est pas du tout un grand film, c'est que c'est cet effet de commisération, c'est que à un moment, le cinéaste est trop non pas en empathie, mais trop à chercher à un point de vue qui cherche constamment des excuses pour son personnage, donc des excuses qui correspondent, qui seraient vraiment un effet de cette commisération, qu'à aucun moment on ne peut plonger dans cet abîme de noirceur qu'on nous survend en disant voilà, ce personnage d'un coup, Joker, serait une sorte de représentation totale du psychopathe, d'un abîme de noirceur ou je sais pas quoi. Non, c'est pas un abîme de noirceur, c'est juste, on nous présente un personnage avec lequel on nous invite à parcourir et qu'on va vraiment accompagner. Il y a plusieurs pour moi des péchés capitaux dans ce film-là en termes de cinéma. C'est que... Et ce qui est très problématique en plus par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que donc on nous présente ce personnage-là, on voit le film de son point de vue à lui, on nous montre en effet une société qui est en crise. On nous la montre pas vraiment. On nous le dit, voilà, c'est-à-dire qu'il y a les journaux de télé qui nous disent que c'est la crise, les éboueurs sont en grève, il y a les rats qui envahissent la ville, il y a beaucoup de symboles comme ça de vraiment cette déchéance de la population, l'écart qui se creuse entre les pauvres et les riches. Évidemment, ça correspond à, grosso modo, justement, c'est dit uniquement comme ça, d'ailleurs ça va pas plus dans le détail, mais à ce qu'on vit aujourd'hui en 2019. C'est une évidence quand on voit Thomas Wayne. Il ressemble à des dirigeants, que ce soit Trump ou Macron ou n'importe qui. Il leur ressemble à dire une phrase méchante, folle, genre le peuple, c'est tous des clowns, et puis après se défendre, mais non, on va aider les pauvres, évidemment. On retrouve, moi je comprends pourquoi un public peut en effet retrouver de façon très très simple en effet, mais retrouver la situation, le monde contemporain. Je le comprends. Le problème, c'est que, enfin moi, le gros problème que j'ai eu, en tout cas en sortant du film, c'est de me dire que ce peuple en colère, même si on nous le montre pas, mais on nous dit en tout cas qu'il y a un peuple en colère qui fait des manifestations et qui brûle la ville à la fin. D'ailleurs, c'est exactement le moment où Thomas Wayne décide d'aller voir un film au cinéma avec son fils, ce qui est quand même, il y a de gros problèmes de scénario quand même dans le film, pour tous les défendeurs. Il y a quand même des gros soucis, mais voilà. Ce qui me pose problème, c'est que ce peuple en colère, qui a des raisons d'être en colère, puisque évidemment c'est la crise, parce qu'ils sont pauvres, alors qu'il y a des riches qui sont de plus en plus riches. Le peuple qui a des raisons d'être en colère. Et ce qu'il y a, c'est que Todd Phillips, via justement toute sa mise en place, via toute sa présentation du personnage, via toute l'élaboration de son scénario, associe évidemment ce peuple en colère qui en plus se prend les masques de Joker sur la gueule pour faire les manifestations, associe ce peuple en colère avec soit la maladie mentale. Alors je sais pas ce qu'il essaye vraiment de représenter dans le film, une maladie mentale ou de la psychopathie. C'est encore un peu problématique parce que c'est très mal représenté, je pense, dans le film. Il essaye de montrer que son personnage est malade et fou, mais c'est un peu, je pense qu'il sait pas trop où il met les pieds. Mais en tout cas, voilà, ce personnage de Joker qui pour nous représente cet agent du chaos, qui est évidemment diabolique.
est associé à la révolte en fait du peuple. Mais je pense que de toute façon, enfin moi je trouve ça problématique quand même. Enfin, comme on l'a dit, le film a un axe qui est peut-être louable, c'est de suivre son personnage principal presque en point de vue subjectif, total, en empathie, en tout cas en commisération, je dirais. Donc du coup, ce qui va se dresser en creux, c'est le portrait d'une société, parce que de toute façon on a affaire à un personnage qui s'en fout du monde qui l'entoure quelque part. Enfin, il le dit lui-même. Il le dit d'ailleurs. La politique ne l'intéresse pas. Donc lui, c'est quelqu'un qui n'a pas de message politique à délivrer. Donc vu qu'on suit le film à travers son point de vue, fatalement, ce portrait de société se fait en creux. De la même façon, ce qui va se faire en creux, ça va être le portrait de cette figure du mal qu'on attend, parce qu'il est indiqué dans le titre, c'est une sorte de Joker, qui va apparaître complètement en creux, qui va n'apparaître qu'au bout de 20 minutes, dans les 20 dernières minutes, où là, finalement, on ne l'aura pas. Moi, là, ce que je lui reprocherais, parce que effectivement, pourquoi pas faire des trucs en creux, moi j'ai l'impression qu'il fait surtout du vide, qu'il remplit le creux avec vraiment beaucoup de vide, mais c'est surtout que je pense qu'il y a une malhonnêteté fondamentale là-dedans, c'est que qui s'incarne très bien, un exemple tout trouvé, c'est que on assiste à des meurtres, à des scènes dérangeantes du film, des scènes où d'un coup la psychopathie du personnage émerge, c'est-à-dire ces actes violents et vraiment des sortes de pulsions de violence qu'il va avoir, ne s'exerce que sur des gens qui sont les agents de sa domination, qui créent son oppression. Du coup, en termes de spectateurs, il y a un mécanisme très simple, on est soulagé. On a affaire à des mâles alpha richissimes, des petits cadres dynamiques, des cols blancs, des yuppies dans un métro qui vont l'humilier, il les tue. Soit il les a tués, c'est un peu dur parce que c'est relativement violent, mais au final, c'est quand même une vengeance digne. Sa mère, pareil, elle l'a castré. On apprend que elle a vraiment eu des maltraitances sur lui. Il le tue. Ça devrait être une scène dure. Au final, c'est quand même une vengeance qui se fait. Même De Niro, Thomas il a Wayne, humilié. il est fou. Ouais, voilà, c'est Thomas Wayne, il va mourir. On a quand même bien appris que il est. C'est pas lui qui le tue. C'est pas lui qui le tue, mais on a bien appris. un... Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a une scène sur laquelle il fait l'impasse totale, c'est que c'est cette fameuse scène avec sa voisine qui d'un coup et sur laquelle il fantasme une sorte de relation, auquel on a accès par le film. On voit ça et on nous laisse entendre qu'il l'a peut-être tué, violé, on ne sait pas. En tout cas, il y a un point absent du film. Et là, pour le coup, on n'a pas accès à ça. Et ça serait typiquement la scène où quand on prend des films comme Henry, Maniac, Schizophrénia, qui sont des films qui prennent les personnages du serial killer à la première personne, on y a accès. Et pourtant, c'est des films qui axent leur dramaturgie aussi sur la sympathie qu'en tant que spectateur, on va avoir pour ces personnages-là parce qu'on les suit. Enfin, Hitchcock nous l'a appris. On suit un personnage, on a de la sympathie pour lui. Qu'importe ce qu'il fasse, cette sympathie va être mise en danger, mais on l'aura. Là, le fait de ne pas avoir eu accès à ça, c'est quand même une grosse malhonnêteté, en fait, quelque part. Il est temps de se quitter, malheureusement. On aurait encore en plus des choses, je pense, à dire là-dessus. Vous pouvez retrouver cette émission, bien évidemment, sur le site de Canal B en podcast et puis sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. On va se quitter avec justement un extrait d'Henry de John McNaughton. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Tu veux écouter la radio? Non. Henry. C'est tellement affreux. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Je t'aime, Henry. Je crois que je t'aime aussi. Moi, j'ai même pas dit du bien des films. Sur critique. On peut faire un addendum. Tu veux écouter la radio? D'accord. Après, si tu veux rebondir là-dessus, tu peux. Moi, après, je peux avoir des trucs à relancer. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé frappant à la revoyure, c'est que la scène de... Prends ton micro.
La scène du plateau télé, là, moi, ça m'intéresse parce que là, d'un coup, je vois deux personnages, en fait, quoi. Je vois le personnage de Joker tel qu'on peut se l'imaginer, tout ça, une sorte de figure. On voit qu'il y a une double personnalité, quoi. Mais sinon, on n'a pas accès à cette double personnalité dans le film précédent. Je vois pas la double personnalité. Moi, je vois une double, enfin, dans la scène du plateau télé, ou surtout même qui est amorcé bien avant, hein, à partir du moment où il se maquille, et surtout à la séquence des escaliers où t'as Gary Glitter, là, où d'un coup de Joaquin Phoenix, il devient vraiment une sorte d'icône, il se trouve une personnalité parallèle pour affronter tous ce que je cherche tous ces trucs. Depuis le départ. Enfin, je sens que moi c'est ce que veut Todd Phillips, c'est créer justement cette icône. Ah bah bien, enfin, ce qu'il veut, mais parce que c'est une origin story. Oui, quoi, oui, en fait, c'est quoi. ça, voilà. Mais donc après, c'est moi... important, c'est comme la création de Dark Vador dont on parlait. Enfin, il y a de ça. Enfin, il faut justement en arriver là à un moment ou un autre. Mais moi, sur le plateau télé, je vois pas une double personnalité. Je vois justement, tiens, paf, on est passé à l'icône. On est en effet au stade Joker, à savoir, voilà, vous allez en face de vous le psychopathe, et on sait qu'à un moment il va craquer. Soit il va se tirer une balle dans la tête. On sait très bien que ça sera pas le cas parce que sinon, voilà, ça fout en l'air tout le machin. Donc on se doute bien que l'arme va se retourner contre De Niro, qui l'a humilié de toute façon. Donc, comme tous les autres personnages qui ont à un moment ou un autre dans le film ont eu une influence négative contre lui, il va se venger. Et même en tant que spectateur, du coup, le meurtre de ce présentateur télé, bah c'est pas choquant, je veux dire. On est plutôt avec lui en disant bah oui, bah il a bien mérité, il l'a humilié quand même en direct à la télé, quoi. Ouais, bien sûr. Là sur le plan de toute façon où le personnage se venge, ça évidemment. Et ça rentre complètement là-dedans et c'est relativement confortable. Moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que d'un coup t'as ce personnage que moi je trouve pathétique. Enfin, Arthur Shank, c'est vraiment le pur personnage pathétique où t'as vraiment le bonhomme qu'on a vu humilié pendant tout le film et qui d'un coup va se trouver une figure flamboyante et qui serait le personnage du Joker et qui est vraiment incarné dans la scène des escaliers quand il danse, ou dans toute sa gestuelle du corps est différente, ou là où t'as vraiment un truc très fort de Joaquin Phoenix, quoi, où il arrive à réinventer une nouvelle façon d'utiliser son corps et tout ça. Et moi dans cette scène-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une cohabitation des deux. C'est que t'as vraiment ce moment où t'as un plan, et d'ailleurs moi l'image elle me reste en tête, où t'as un plan où lui il est de profil avec son sourire artificiel marqué avec le sang, où il sourit. Et t'as des questions de Niro de pure domination sociale, où d'un coup il redevient Arthur Shank, quoi, où il est faible, et on le revoit tel qu'on l'a vu avant. Et moi la cohabitation des deux dans cette scène-là m'intéresse, où je me dis mais ouais, le film il est là en fait, quoi. C'est je me dis le film il devrait il aurait dû raconter cette schizophrénie, alors que moi pendant 1h30 je vois juste un mec qui est handicapé et qui est humilié, et même dans la séquence du meurtre, non, il n'y a pas de schizophrénie là-dedans. Il a un masque de clown, il détruit les bonhommes, il les tue parce que voilà, sinon ça fait des témoins et compagnie, mais je ne vois pas d'un coup une sorte de plaisir dans cette scène, dans la scène du meurtre dans le métro, de plaisir à être Joker, voilà, je vois pas ce truc-là. Mais est-ce que parce qu'on pourrait vraiment, c'est montré comme une évolution. De toute façon, c'est le rise, alors sans le fall encore, mais c'est vraiment le rise justement. Et justement, on part d'un personnage qui serait juste un espèce enfin, c'est horrible, parce qu'un espèce d'handicapé, on sait pas exactement quoi. Je dis ça parce que de toute façon, on s'est représenté, on sait pas très bien c'est quoi le mal qu'il peut avoir au départ. On sait qu'il a été déjà interné, donc il est suivi, il a des médicaments, il a 7 médicaments différents, c'est dit du coup par la bonne femme qui le suit dans le centre social, qui lui permet d'avoir ses médicaments. Il a en tout cas un souci, c'est sûr, mais on sait pas exactement quoi. Mais en tout cas, il est capable d'avoir un travail, il est capable d'avoir plein de choses, et au fur et à mesure, on le voit évoluer quand même. Et les premiers meurtres qu'il fait, c'est une première évolution, parce qu'il se rend compte que lui, ça lui pose aucun problème. Donc c'est la naissance de la psychopathie, en tout cas une découverte pour lui de la psychopathie, parce que tuer quelqu'un, ça lui pose pas de problème visiblement, mis à part une distorsion de la réalité, parce qu'il est convaincu d'avoir une relation amoureuse avec sa voisine. Donc quand même, il y a de la psychopathie derrière tout ça, quoi. Il a une distorsion de la réalité qui apparaît à ce moment-là. Je me mets à la place de Todd Phillips, qui écrit son scénario aussi, et qui, je pense,
s'est renseigné au moins autant que Joaquin Phoenix pour jouer son rôle, parce que lui, son grand truc, ça a été de voir c'était quoi les effets secondaires pour les médicaments. Voilà, c'est ça un acteur studio. J'imagine que Todd Phillips a fait à peu près les mêmes recherches approfondies, quoi. Et il a été tapé sur Internet, c'est quoi les symptômes de telle maladie mentale, quoi. Vraiment, je suis convaincu qu'il a écrit son scénar comme ça. Bref, ça n'empêche pas d'avoir du coup beaucoup d'informations sur Internet, et donc il a pu trouver donc il voit l'évolution, il voit cette évolution en fait de ce personnage, quoi, qui au fur et à mesure vraiment sombre dans la psychopathie, mais c'est pas un truc initial, c'est-à-dire qu'il est pas né comme ça. L'idée, je pense, la grande idée, son idée qui a mené son projet à Todd Phillips, c'est que le personnage n'est pas né comme ça, n'est pas au départ justement cet agent du chaos en fait, et que c'est uniquement dans le plan final en fait qu'il est cet agent du chaos. Nous, notre projet, c'est de le voir devenir cet agent du chaos. Donc il l'est pas. Et donc il y a vraiment des évolutions. Et c'est vrai que moi, en y repensant, on les sent ces évolutions, même en termes de, non pas de mise en scène, parce que du coup il n'y a pas trop d'évolution en termes de mise en scène, j'ai pas l'impression en tout cas, quoi. Mais vraiment par rapport à l'écriture du personnage et à sa perception du monde, telle qu'elle nous est représentée en termes de mise en scène, encore une fois, mais vraiment dans les actions qu'il fait, quoi, et dans la façon dont il communique avec le reste du monde. Et jusqu'à ce qu'il fasse son show à la télé avec De Niro, moi je sais qu'il y a une scène qui m'a particulièrement embarrassé, pas dérangé, parce que j'ai jamais été dérangé devant le film, j'ai été embarrassé avec le personnage peut-être aussi, mais j'étais embarrassé devant le film en me disant mais là c'est gênant ce qui se passe, parce que soit parce que j'y crois pas, soit parce que il nous propose encore une fois une séquence où le personnage est humilié, victimisé, et je sais que c'est un truc, comme tu disais avec Ken Loach, hein, c'est un truc, voilà, on victimise pendant 1h30 un personnage, ce qui est problématique pour nous faire accompagner ce qui est censé être le plus grand psychopathe des comiques, hein, un petit peu, quoi. Mais en tout cas, il y a une évolution, il y a une vraie évolution, quoi. Et jusqu'au bout, du coup, on le voit justement essayer de rentrer dans le moule, essayer de faire ce qu'on attend de lui, essayer d'être drôle. Ça nous est montré de façon très très lourdingue. Ça nous est montré de façon très lourde. En tout cas, son décalage, le fait qu'il est incapable de le faire, ouais, mais ça nous est montré. Pour moi, c'est un des grands échecs du film, c'est ça, en fait. C'est encore une fois une question de regard qui est pas juste. C'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage qui a une sorte d'aphasie, de sociopathie, enfin qu'importe quel nom scientifique on donne à ça, mais jamais il va dedans. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il y a un des grands axes du film qui est quand même ce personnage qui veut devenir comédien, mais à de très rares moments, on a affaire à son échec de comédien, en fait. C'est-à-dire que on ne voit pas face à De Niro, justement. On a une fameuse blague, voilà, de genre, voilà, j'espère que ma mort aura plus de sens que ma vie, mais au final, et ça serait peut-être un film avec lequel aussi faire dialoguer Joker, ça serait Man on the Moon, qui lui va assez loin là-dedans, sur la gêne d'un humour de quelqu'un qui a clairement une sorte d'aphasie, enfin, ou une sorte de... Oui, mais qui fait ce qu'il a envie de faire. Qui fait ce qu'il a envie de faire, peut-être, mais en tout cas, où tu sens très bien que lui, il a quelque chose qui va être complètement, fondamentalement différent. Et moi, je pense que c'est cette commisération, cette pitié, à mon avis, que communique la mise en scène pour le personnage, oui, ça, et complètement va à l'encontre de ce qui devrait être la compréhension du personnage, c'est-à-dire de le voir, de l'accepter tel qu'il est. Disons que dans le regard de Todd Phillips, il devrait l'accompagner, accompagner un psychopathe et le montrer dans toute sa complexité, et quitte à gêner le spectateur. Évidemment, on a déjà cité cette fameuse scène où d'un coup, quand il doit tuer quelqu'un qui n'est pas un agent de son oppression, il la coupe, donc c'est malhonnêteté. Mais je pense que aussi, il aurait dû montrer le personnage dans ses volontés, dans son ambition d'être drôle, être pas drôle ou être complètement à côté de la plaque. Il aurait dû le faire, mais il l'a pas fait, en fait, parce que le personnage qui le fait, c'est De Niro,
quand il montre une scène d'un spectacle un peu raté. Il le monte et tout ça pour que ça soit vraiment un petit peu ridicule. Mais il ne montre pas le personnage se planter là-dessus ou se planter ou en tout cas créer ce machin-là. Oui, mais alors, qui pourrait être gênant pour le spectateur parce que le spectateur pourrait rire du personnage. Oui, mais là où il a trouvé le truc qui entre guillemets excuse tout ça, que ça soit justement cette séquence où on ne voit pas le meurtre ou le supposé meurtre en tout cas de sa voisine ou les autres choses d'ailleurs. Là où il a trouvé l'excuse pour ne pas montrer tout ça, c'est justement de ce point de vue du personnage. C'est pour ça que moi, je parlais tout à l'heure du fait que c'était... c'est pas... Enfin, c'est rare, en fait, finalement, de voir ça. Et c'est pas évident à gérer, je pense. C'est de garder le point de vue du personnage. Ça excuse tout. Ça va être là quand je vais revenir. Ça excuse tout. Voilà. Le fait de se dire... Bah voilà, on voit le film du point de vue du personnage. De son point de vue à lui, de la façon dont il... voit le monde. Donc lui, il enregistre les informations. Du coup, c'est comme ça qu'on a les informations sur ce qui se passe dans le reste du monde, dans la ville, parce que lui, il voit la télé, machin et tout le bordel. De pas voir, par exemple, le meurtre, s'il y a meurtre de sa voisine, peut-être parce que c'est le personnage qui refuse de l'admettre. De pas voir l'humiliation, de pas voir les gens qui ne rigolent pas. C'est pareil, la façon dont c'est montré cette séquence-là, par exemple, quand il fait son stand-up, quand on voit vraiment le stand-up, il a cette crise de fou rire, il en est conscient, le personnage en est conscient visiblement, quoi, parce qu'il sait qu'il a ce problème-là, donc il rit. Et là d'un coup il commence à sortir sa première blague, ça va mieux, et à partir du moment où il sort sa deuxième blague, là d'un coup on n'entend plus, en fait, ou on entend un rire justement, on a l'impression que le reste du monde dans la salle est en train de beaucoup rire, ce qui est très étrange, on n'y croit absolument pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit au cadre ? En fait, on voit uniquement, en fait, justement, cette petite amie qu'on sait, du coup, imaginaire, parce qu'elle n'est pas venue le voir, en fait. Donc, on est complètement dans sa tête, en fait, à ce moment-là, quoi. Il joue complètement là-dessus. Je pense que c'est un truc qui est passé au-dessus du crâne aussi des gens qui démontaient le film. Je me fais l'avocat du diable une nouvelle fois, mais là, pour le coup, il a tenu, Todd Phillips, ce truc de garder le point de vue du personnage. Et cette séquence-là représente complètement ça. Elle nous est pas expliquée par la suite, parce qu'on a une séquence finale, justement, quand il est dans l'appartement de sa voisine et qu'elle le découvre. On a 2 plans qui nous montrent qu'il avait halluciné sa présence à la suite de ce spectacle. Et ce spectacle-là, justement, voilà, c'est sa vision du spectacle qu'on a eu. C'était sa représentation de la chose. Du coup, non, en tant que spectateur, nous, on n'a pas le contre-champ, on n'a jamais le contre-champ de ça, cette humiliation. Mais je suis d'accord que c'est extrêmement problématique mais je pour pense l'appréciation qu'on a, nous. Mais on est baigné, et c'est peut-être, entre guillemets, sa force et peut-être sa grande faiblesse aussi, mais de rester jusqu'au bout dans ce truc-là, à une exception près, c'est quand il a l'accident de voiture à la fin, où il est sorti, où il est présenté comme une idole. Il y a un moment où il est inconscient, on n'en joue pas. Et il est aussi extrêmement malhonnête, je pense, Todd Phillips, dans cette utilisation du point de vue de la représentation du monde via le point de vue du personnage principal. Mais en tout cas, dans cette séquence-là, du one-man show, son premier stand-up, on est là-dedans, en fait. Ouais, mais moi, après, ça m'évoque des interrogations que je peux avoir et dont je vais probablement parler très mal parce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais je pense que effectivement, ce truc que je trouve très louable de suivre le point de vue uniquement d'un personnage, finalement, je me dis, c'est impossible de suivre uniquement le point de vue d'un personnage. Et ça m'évoque aussi ce truc où on dit, voilà, ouais, mais non, parce que le Vertigo, c'est pareil. Enfin, Vertigo, tu vois, t'évoquais Scarface, c'est pareil. Effectivement, Vertigo, on suit le personnage de Scotty, et encore, il y a des impairs. Hein, on va avoir des petits inserts sur le personnage de Kim Novak. Mais voilà. En tout cas, je pense que une des pouvoirs du cinéma, c'est aussi de marier plusieurs points de vue dans un même axe de caméra et à travers le montage ou à travers juste la caméra. C'est que on a besoin, c'est pour ça que je trouvais ça hyper important de souligner le rapport de ce film avec des films comme Maniac ou Schizophrénia, parce que évidemment Schizophrénia, on est dans quelque chose qui est en pure vision subjective, vision subjective en termes de récit, voilà, on est en focalisation interne
moderne en termes de littérature, où on a accès à la voix off et compagnie, du ressenti. Mais là, on a un truc qui dialogue dans le sens où le ressenti du personnage, l'exaltation dans la voix off du personnage dans Schizophrénia, va rentrer en contradiction totale avec la grisaille autrichienne et absolument sordide et gore de ce qui nous est montré à l'écran. Et c'est là où il y a un dialogue, c'est là où il y a une force cinématographique, c'est qu'il y a deux éléments contraires qui se rencontrent. Et moi, ça me fait dire que je pense que là où une hypothèse que je pourrais avoir, c'est que, à mon avis, là, c'est le dialogue entre Joaquin Phoenix et Todd Phillips n'est pas opérant. C'est que je pense que Joaquin Phoenix, effectivement, c'est quelqu'un qui est absolument probablement très génial en tant qu'acteur, et ça se voit, voilà, il est très fort. Mais le problème, c'est que quand tu es un cinéaste, il faut filmer contre aussi. Il faut savoir filmer contre son acteur, il faut savoir filmer contre son scénario. Ça me rappelle cette fameuse dichotomie où tu tournes contre ton scénario, tu montes contre ta mise en scène pour créer justement cette dialectique qui va faire dialoguer, qui va créer vraiment cette tension qui pourrait être, qui doit être dure dans le cadre d'un film comme Joker, qui doit être dérangeante. Et moi, s'il y a évidemment un truc que je peux que reprocher à Joker, c'est que ça, à aucun moment c'est dérangeant, à aucun moment c'est dur, alors qu'on est supposé être sur un territoire chaud. Je suis complètement d'accord, et en même temps, j'ai envie de dire que si il s'est fixé en projet de tenir ce point de vue, cette vision d'un personnage qui est lui-même taré, et sans avoir en plus recours à des effets à la Terry Gilliam, même si Terry Gilliam a pu faire des choses bien, à savoir vraiment des distorsions de l'image pour représenter une distorsion de la réalité de son personnage principal. Si c'est vraiment fixé comme projet, c'est vraiment une supposition, hein, de tenir ce truc-là, sans avoir à montrer justement la dureté de ce qu'il ressenti, parce que justement, pour son personnage, c'est pas le cas, en fait. Et donc, il s'est mis en tête de respecter la vision de son personnage, qui était pas dure, au contraire. Et c'est vrai que le film, moi, à aucun moment est dur, à aucun moment il est dérangeant. C'est terrible pour ça, en fait. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, et c'est que à la sortie du film, non, je suis absolument pas dérangé, comme on l'a dit. Voilà, en plus, tous les meurtres qui sont commis sont faits de façon plutôt cathartique, ouais, ou en tout cas pas dérangeante. Moi, l'exemple principal, c'est le meurtre de la mère. Et il y a un truc pareil qui est joué sur le son, par exemple, qui moi me représente ça, exactement ça, en fait. C'est qu'elle est branchée à son bip-bip sur son lit d'hôpital. Il l'étouffe avec son lit d'oreiller. Normalement, quand elle meurt, du coup, le bip, c'est un bip constant. C'est ce qui se passe. Là, non. Au contraire, c'est un silence calme, et c'est la séquence est paisible, en fait. On est encore une fois dans le crâne du personnage principal. Et donc, il s'est tenu là-dessus, en fait, mais dans toutes les séquences de violence qui sont plutôt, en effet, cool. Moi, c'est pour ça que ça m'avait pensé à Orange Mécanique, en fait. C'est-à-dire que, pareil, Orange Mécanique, alors, à aucun moment je mets Joker à la hauteur d'un film pour Orange Mécanique, hein, que ce soit bien clair, ni à hauteur d'aucun des films qu'on a pu citer aujourd'hui, que ce soit Schizophrénia ou Taxi Driver ou n'importe quoi. À aucun moment, en tant que spectateur, il me dérange comme ça. Mais le fait est que dans Orange Mécanique, par exemple, on est du point de vue d'Alex, justement, quoi, et que la violence qui est présentée par Kubrick, elle est aussi, elle, présentée du point de vue d'Alex, en fait. Donc, c'est une violence qui est pleine presque de romantisme, en fait. Elle est douce, elle est jouissive, mais à aucun moment, la violence dont fait part Alex dans la première partie du film, par exemple, elle est dérangeante. C'est pas la violence de Orange Mécanique qui est dérangeante. C'est justement le fait qu'elle soit pas dérangeante qui est dérangeant dans Orange Mécanique. Mais après, le film parle plein d'autres choses. Et puis, il est beaucoup plus, évidemment, intelligent. C'est horrible à dire comme mot, mais que Joker. Donc, le film aujourd'hui, Orange Mécanique, c'est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. Et ça continue de m'interroger sur plein de sujets. Ce que fera pas Joker. J'ai pas envie de revoir Joker comme toi, en fait. Mais par contre, je m'interroge vraiment sur le fait que Todd Phillips a peut-être vraiment eu en tête de suivre un projet de mise en scène qui était de rester
dans la vision du Joker, en tout cas de ce personnage qui devient le Joker. On a le Joker uniquement dans les dernières minutes du film, ce psychopathe qui a une vraie évolution, et que on garde cette vision du personnage qui sombre dans la folie, mais qui justement ne la voit pas, ne voit pas cette folie, quoi. Et c'est la grande facilité de ce genre de mise en scène et d'écriture, ce point de vue, c'est est-ce que tout ce monde, tout ce qui se passe autour de lui n'est pas de toute façon dans son crâne, c'est sa vision des choses. Donc ça excuse toutes les maladresses et toutes les malhonnêtetés du scénario d'avoir cette écriture et cette mise en scène. C'est facile, c'est extrêmement facile, et ça ne rend pas le film plus dérangeant ou meilleur pour autant. Mais en tout cas, ça le garde dans une ligne, dans un projet, et j'ai un minimum l'impression quand même qu'il est resté dans ce projet et dans cette vision du personnage et de la mise en scène, en fait. Voilà, on va montrer ce que lui ressent, en fait. Ouais, mais après, moi, j'aurais toujours cette interrogation. Alors après, ça va être peut-être très très con, mais je pense qu'à ce moment-là, tu fais un film en vision subjective, quoi. Tu n'as pas à avoir accès aux outils de découpage, aux outils de différentes manipulations de points de vue qu'il peut y avoir dans un découpage, de montage. Sinon, forcément, tu as accès à d'autres points de vue. Et puis, encore une fois, moi, je pense que quand je le compare à des films comme Maniac, Henry ou Schizophrénia, qui sont pareil, des portraits, des plongées avec des fous, même Taxi Driver, hein, évidemment, on a un dialogue constant avec ce qui pourrait être une sorte de réalité objective quelque part et une réalité subjective. Et pour moi, là, il n'y a pas ça, quoi. Ah bah non, à aucun moment il y a ça. Et c'est pour ça qu'il y a aucun. On suit le film. Même pour ça, j'ai trouvé le film chiant. Enfin, je me suis fait chier quand même pendant les 3 quarts du film. Hein. Faut être. À un moment, c'est super dur. Non, pour moi, la première, c'est lourd, quoi. 1h30, là, c'est dur, quoi. Enfin, moi, je pense que j'ai l'air de défendre le film. Je me suis quand même profondément fait chier devant le film. Moi, je pense que c'est la dernière demi-heure pour le coup, là, où tu as une naissance justement, encore une fois, la naissance d'un double, quoi. Enfin, cette double personnalité qui peut être intéressante, mais... Oui, mais qui n'est pas traitée, qui n'est pas... mais à aucun moment, tu ressens quelque chose, justement. De toute façon, c'est le plus grand reproche qu'on pourra faire au film, je pense. À aucun moment, on est interrogé, on est dérangé, on regarde le film en se faisant gentiment chier... Et à la sortie, on se dit, il y a peut-être eu un problème quand même. Mais moi, je me suis quand même dit ça, il y a peut-être eu un problème, mais pas un problème dû à ce que voulait me dire le cinéaste, mais plutôt, il y a peut-être un problème parce qu'il n'y avait pas de problème, en fait. Ouais. Alors qu'il y aurait dû y avoir un gros problème. J'aurais dû être gêné devant ce genre de personnage, devant ce genre de situation. Je devrais être gêné, comme je le suis devant La Justice dans la ville. Après, j'ai repensé aussi à Peckinpah, en fait. C'est tout con, hein. Enfin, c'est peut-être même hors propos. Mais notamment à la horde sauvage, à la violence de la horde sauvage et au discours de Haneke sur la violence. Je mélange plein de choses, mais ça va converger vers le même point. C'est ce que doit produire la violence chez le spectateur. Le discours de Haneke, par exemple, c'était que il fallait montrer au spectateur que la violence était mal. Il y a le côté maton, voilà, il faut montrer la violence, c'est mal, parce que si on regarde trop de violence, après on devient violent. Et voilà. Et puis tu avais Peckinpah, qui avait été présenté, en tout cas par des critiques, pas lui, hein, mais des critiques qui disaient que voilà, la violence, il fallait aussi que ça fasse mal, tout ça, machin. Mais à un moment, il fallait être honnête aussi, et quand tu regardes la horde sauvage, la séquence finale de la horde sauvage, moi je suis pas choqué devant cette séquence, je prends du plaisir à voir cette séquence, en fait. C'est terrible, mais elle est super violente, c'est graphique, parce que c'est graphique justement, je prends du plaisir. Et ce qui va plus me déranger, ce sera pas des séquences de violence graphique au cinéma, ça sera justement des situations, des comportements, un regard. Et c'est vrai que c'est ce qui manque profondément, en fait, au Joker. Il peut avoir des séquences de violence graphique, il en a 2-3, des brutes même, de violence brute, on va dire, plus que graphique, qui sont censés peut-être, auprès de certains spectateurs qui ne sont pas habitués à ça, en effet, paraître vraiment violentes. Moi, c'est vrai que ce n'est pas mon cas, parce que j'étais habitué à beaucoup plus de violence graphique, justement. Et je suis plus dérangé par des violences qui seraient de l'ordre d'un truc pas stable dans mon regard que j'ai avec le personnage. Le fait justement et c'est ce que j'apprécie avec un film comme Henry ou avec Schizophrénia, c'est de m'associer à un personnage. Ce qui me choque le plus, c'est pas ce qu'il est, la violence de ce qu'on me montre, en fait. C'est la façon dont moi, en tant que spectateur, je me suis
associé à ce personnage, que je peux prendre du plaisir presque à voir ce qu'il est en train de faire et de me rendre compte que merde, ah ben non, je suis dans la tête d'un taré. Cette empathie, j'ai partagé mon empathie avec un fou en fait. Et je me suis reconnu dans ce fou en fait. Et là, je suis capable, oui ou non, de me dire non, c'est pas bien. Parce que ce que sont capables de faire de grands cinéastes, Verhoeven quand il fait Starship Troopers, c'est ça qui est dérangeant dans Starship Troopers aussi, c'est d'être associé à cette troupe. Ah oui, c'est génial, on est en train de tuer des étrangers. Ah non, attends, ils sont en train de faire un peu n'importe quoi. Ça c'est dérangeant en fait. Et c'est ce que fait Kubrick avec Orange Mécanique. C'est ce que fait Peckinpah avec Les Chiens de paille. Là, et c'est ce que rate complètement Todd Phillips avec son film. À aucun moment, moi je suis dérangé par ce regard-là. Par mon regard à moi en fait, de m'être associé à ce personnage qui en effet va peut-être tuer, et il nous a donné des raisons pour qu'il les tue ces gens-là, mais je suis jamais dérangé par ça en fait. Je me rends compte facilement à la fin que oui, bon bah non, c'était pas bien, mais ça me dérange absolument pas. En plus c'est pour ça peut-être à moi a priori que j'arrive même pas à réfléchir le côté politique qui pose autant de problèmes à beaucoup de monde sur Joker. C'est-à-dire ce côté on a le bagage qui serait soi-disant fascisant. Mais moi après, je suis pas investi là-dedans. Quelqu'un qui n'a pas le bagage pour voir tout ça. Parce que le film est interdit aux moins de 12 ans. T'as 12 ans, tu vois ce truc-là. Moi, j'aurais pas le bagage, je découvre ça à 12 ans. Ça peut être problématique. Franchement, hein. Ah si, je trouve franchement, parce que tout ce qu'il fabrique, justement, tout ce qu'il fait et ce qu'il engrange, enfin sa popularité, on est en mode Scarface, en fait. Ouais. Pour moi, je compare vraiment le film à Scarface dans le mode on accompagne ce personnage sans aucunement être dérangé en fait. Et ce qu'il arrive à la fin, c'est qu'il est porté au nu. C'est qu'il a été la voix d'un peuple, en fait. Oui, il a été la voix d'un peuple, mais peut-être, mais tout ça, c'est en creux, quoi. Enfin, je veux dire, ça a aucune conséquence. Et en plus de ça, ça se trouve, c'est un fantasme. Mais donc, on sait pas. Mais quand tu n'as pas le regard critique. Le film l'a pas montré. Je veux dire, moi, à la limite, ça me dérange plus dans une vision plus objective et très intellectuelle, et ou en tout cas du point de vue des idées, dans Dark Knight, ou en tout cas la trilogie des Batman de Nolan, ou qui est clairement dans une vision beaucoup plus surplombante et pas du tout subjective, c'est-à-dire que lui il est clairement avec une hauteur de vue très intellectuelle, où la représentation du peuple qu'il peut avoir me pose plus problème, quoi. C'est que là d'un coup on a clairement le peuple tel qu'il est représenté, ça va être il y a une façon très pour le coup de l'autre point de vue, hein. C'est qu'on a un peuple qui est une sorte de masse informe et fascisé, ou qui est fascisé très facilement, et là ça peut me poser problème, parce que de toute façon le registre du film m'indique cette voie d'analyse, quoi. Mais là-dedans, moi je me dis de toute façon là on a un film qui t'a presque conduit ton regard à te dire ce que tu vois c'est soit ce qui s'est passé, soit sa vision subjective. En plus c'est vraiment encore une fois en creux tout ce qui se passe en termes sociétal dans le truc, parce que le personnage que tu suis, avec lequel dont tu épouses le regard, n'a pas de vision vraiment là-dessus. Donc moi je me dis ouais, effectivement ça arrive, et les mecs, il y a des débordements et tout ça, mais moi ça me gêne pas, quoi. Enfin je veux dire non, mais gêné absolument pas. C'est pas que ça me gêne, ou je sais pas, enfin c'est pas le terme gêné, mais après je trouve ça politiquement mais je trouve ça extrêmement maladroit en termes moi maladroit, mais après je m'en fous, c'est que c'est pas politique. Enfin le film là pour le coup il a pas de visée politique. C'est pas une vision politique, c'est plutôt une vision d'être, mais au-delà de la politique, c'est la vision d'avoir un personnage seul qui finalement va être soutenu par une masse. C'est pas par un peuple, c'est vraiment par une masse en fait. Parce que de toute façon on voit pas de peuple, on voit pas de personnages, c'est par une masse, c'est une accumulation de gens. Mais qui représentent rien et qui n'ont aucune revendication particulière. C'est juste une masse. Et sauf que ça suffit en fait, ça suffit pour avoir justement la popularité. C'est exactement ça qui satisfait le personnage du Joker à la fin. C'est sa popularité, c'est pas ce qu'il représente. D'ailleurs, il le dit face à De Niro. Moi, je suis pas politique, tout machin. Donc, ce qui l'importe plus à la fin et ce qui lui fait, ce qui lui apporte satisfaction, c'est d'être soutenu par une masse. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des gens ou des chèvres. Pour lui, ça revient à peu près au même. Il est soutenu, il est entouré, il est scandé même. Et ça a quelque chose d'extrêmement galvanisant en fait.
pour le spectateur aussi. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas senti la scène. Non, comme mais moi non plus, je l'ai pas galvanisante, ressenti. quoi, Je fais un jeu de rôle. Hein. Mais après, moi je l'ai pas ressenti non plus. Entr'ouvre la porte à l'anarchie. Bouscule l'ordre établi. Et très vite, le chaos le plus total règne. Et moi, j'annonce le chaos. Et tu sais ce qu'il a pour lui, le chaos? Il est impartial.